La guerre était terminée. Sur Terra, les dieux rois étaient tombés, les tyrannies effondrées, les génocides stoppés. Les derniers feux des techno-barbares s'éteignaient dans la poussière, et l'Himalaya abritait désormais autre chose qu'un bastion, un dessein. Mais alors que les légions transhumaines se formaient, que les premiers vaisseaux étaient bénis pour fendre l'obscurité, une décision fut prise, non sur un champ de bataille, mais dans le secret le plus absolu. L'empereur ne se contenterait pas d'armées. Il lui fallait des héritiers. Il n'était pas un simple chef de guerre. Il était le porteur d'un projet civilisateur, d'un idéal presque métaphysique, réconcilier l'humanité avec son destin. Et cela, il ne pouvait le faire seul. Il savait que les Space Marines, aussi redoutables soient-ils, n'étaient que des outils, des lames de guerre aiguisées, mais sans voix propre. Et un empire ne se bâtit pas avec des armes. Il se bâtit avec des volontés. Il lui fallait plus, il lui fallait des interprètes, des porteurs de vision, des modèles, des figures capables de guider les légions, non par l'ordre, mais par l'exemple. Des fils, mais pas n'importe quel fils, il serait 20. Ce nombre ne fut pas choisi au hasard. 20 comme les sphères d'un équilibre à recréer, 20 comme les facettes d'un humanisme nouveau, 20 comme les piliers d'un impérium encore à naître. Chaque futur primarque serait l'incarnation d'un idéal militaire et politique. Chacun reflèterait un aspect du commandement, une manière de faire la guerre, une vision de l'ordre. Leur union devait former une symphonie, leur diversité, une richesse. Et sous la main de leur père, ils ne feraient qu'un. L'empereur lança donc un projet aussi secret qu'audacieux. Un projet dont même Malcador, le régent de Terra, ne mesurait pas toute la portée. Un projet que l'on ne grava dans aucun marbre, que l'on n'inscrivit dans aucune archive officielle. Les primarques ne seraient pas des Space Marines améliorés. Ils seraient l'aboutissement du génome impérial, fusionné avec des éléments que nul autre n'osait manipuler. Ils seraient plus grands, plus forts, plus rapides, mais aussi plus intelligents, plus lucides et plus dangereux. Leur création exigea bien plus que des cuves et des codes génétiques. Elle réclama des calculs prodigieux, des rites oubliés, des pactes silencieux avec les forces de la réalité. Car même l'empereur, dans sa toute-puissance, ne pouvait ignorer ce que le Warp observait. Il savait que toute œuvre véritable appelle une réponse, et qu'un projet aussi vaste, aussi symbolique, attirerait des regards bien au-delà du monde matériel. Pourtant, il poursuivit, sans ralentir, sans douter. Chaque capsule était conçue comme une graine d'absolu, chaque matrice comme un berceau pour un demi-dieu. Il ne cherchait pas à produire des copies de lui-même. Il cherchait à engendrer des altérités compatibles, des fils qui seraient ses prolongements, mais pas ses reflets. Ils auraient leur propre caractère, leur propre manière de diriger, de penser, d'inspirer. Ils seraient, chacun, le cœur vivant d'une légion entière. Et lorsque l'Imperium se lèverait, ces 20 figures illumineraient la galaxie. Pas comme des rois, mais comme des pères. Ils étaient 20, pas 20 soldats, ni même 20 chefs, mais 20 fondations humaines pour une œuvre surhumaine. L'empereur, dans les profondeurs du palais impérial, travailla seul. Même ses plus proches serviteurs, même Malcador, furent tenus à l'écart des protocoles ultimes. Seul, dans le silence des cryptes, il grava les codes, ajusta les structures, relia chair et lumière. Chacune des 20 entités en gestation fut conçue avec une identité propre. Il ne s'agissait pas de reproduire 20 fois un même archétype idéal. Il s'agissait de diviser la perfection en aspects complémentaires, de façonner une mosaïque vivante de ce que l'humanité pouvait incarner à son sommet. L'un serait la discipline sans faille, un autre, l'instinct du chasseur. Un troisième, la pureté du dogme. Un quatrième, le pragmatisme impérial. Et ainsi de suite. Tous portaient en eux une fragmentation volontaire de la volonté impériale, comme si l'empereur s'était lui-même disloqué en 20 volontés concentriques. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une stratégie. Chacun des primarques était destiné à inspirer, à orienter, à dominer sans effort. Leur aura, leur prestance, leur intelligence et leur rage, tout avait été sculpté pour qu'aucun homme, aucun xéno, aucune IA ne puisse leur résister.
Ils seraient les phares de la reconquête, capables de rallier des mondes entiers à eux seuls. Des conquérants, des administrateurs, des prophètes de l'ordre humain. Leur gestation prit du temps, bien plus que pour un Space Marine, car il ne s'agissait pas d'imposer des modifications à un organisme déjà existant, mais de créer une nouvelle espèce. Une espèce conçue non pour vivre, mais pour régner. Chacune des 20 capsules fut conçue comme un environnement autarcique, à la fois utérus, champ de stase et creuset alchimique. Les primarques y flottaient, inconscients, dans une lumière amniotique. Leur corps se développait selon des rythmes inconnus, presque mythiques. Leurs esprits, eux, vibraient déjà. Car ils n'étaient pas que chair. Ils étaient aussi volonté structurée, mémoire préparée, destin programmé. L'empereur voulait qu'à leur éveil, ils sachent, qu'ils comprennent la guerre, qu'ils perçoivent l'ordre, la loi, le chaos, non comme des concepts, mais comme des forces à manipuler. Et surtout, il voulait qu'ils soient aimés. Il savait que les légions ne pouvaient s'attacher à des ordres froids, impersonnels, mais qu'elles suivraient un père, un frère, un guide. Alors chaque primarque fut conçu pour inspirer la fidélité à ceux qui lui seraient destinés. Chacun devait former l'âme d'une légion encore incomplète. Et ainsi, en même temps qu'il forgeait ses fils, l'empereur préparait leurs armées. Il insufflait dans les glandes progénoïdes de chaque légion des traces génétiques précises, en attente de résonance avec leur primarque. Une sorte de mémoire biologique, de lien organique en sommeil, qui s'éveillerait à l'instant même où le chef manquant serait retrouvé. C'était là le plan, vaste, déroutant, inégalé. Une armée par fils, un style de guerre par armée, un visage pour chaque bannière, et 20 bannières, unies sous le même soleil. Mais alors que tout semblait prêt, alors que les chambres de gestation vibrèrent d'une énergie contenue, quelque chose s'approcha. Quelque chose sentit l'œuvre en cours. Quelque chose de jaloux, de blessé, d'ancien. Quelque chose d'invisible, tapi entre les dimensions, qui contempla les primarques comme une insulte. L'empereur accéléra ses préparatifs. Mais le Warp n'oublie jamais ce qui le défie. Dans les profondeurs du palais impérial, les sceaux frémissaient, les cuves pulsaient d'un souffle irrégulier. Des ombres apparaissaient dans les reflets. Des murmures se glissaient entre les runes de stase. L'empereur restait impassible. Il savait ce qui venait. Et il savait que ce combat-là ne se livrerait pas par les armes. Car on ne forge pas 20 demi-dieux sans convoquer les regards de ceux qui règnent sur les enfers. Et déjà, l'équilibre vacillait. Personne ne vit venir l'instant précis où tout céda. Il n'y eut ni alarme, ni sabotage, ni attaque identifiable. Seulement un souffle, un cri sans voix, une déchirure sans main, un instant où la réalité se plia sur elle-même, et l'ordre céda à l'invisible. Dans les cryptes du palais, les cuves hurlèrent, pas par des sons, mais par des pulsations de lumière, des arcs d'énergie, des ondes de distorsion qui déformèrent l'air lui-même. Les sceaux vibrèrent à une fréquence inconnue. Les glyphes s'effacèrent comme si une main céleste les avait balayés, et les capsules disparurent. Pas détruites, pas volées, arrachées, propulsées au cœur du Warp, dispersées à travers les étoiles dans un chaos parfait. Chacune projetée loin de Terra, loin de son père, vers un monde inconnu. Le projet venait d'être éventré par une volonté qui ne portait pas de nom. Lorsque le calme revint, les cuves étaient vides. Le sol brûlé, le silence absolu. Malcador descendit le premier. Valdor le suivit, sa lame encore inactive. Ils trouvèrent l'empereur, debout au centre de la pièce, seul, droit, impénétrable. Il ne dit qu'une phrase. « Ils ne sont pas perdus ». Puis il remonta, sans précipitation, sans colère apparente. Mais quelque chose en lui s'était refermé, comme un verrou scellé de l'intérieur. Ce jour-là, le palais perdit ses lumières pour 20 heures. Les serviteurs se turent. Les légions ne furent pas informées. Mais partout, dans l'ADN des guerriers naissants, un écho se brisa. Comme un chant interrompu, une absence ressentie sans qu'elle ne soit expliquée. Le projet n'était pas mort, mais il venait d'être dispersé dans les ténèbres,
Et désormais, les fils du Père allaient grandir seuls. Les capsules avaient disparu. Et nul ne savait où. L'empereur garda le silence. Aucun décret, aucune explication, aucune consolation ne fut donnée. Les cryptes furent scellées, le personnel dispersé, les rapports classifiés pour toujours. Mais dans les rangs des légions Astartes, ces armées d'élite nées du même génome, quelque chose se fit sentir. Un vide, pas une absence physique, une absence symbolique. Comme si un chef invisible avait cessé de les observer. Comme si une voix, jamais entendue mais toujours présente, s'était tue. Les légions, pourtant, continuaient à croître. On recrutait, on entraînait, on améliorait les protocoles, mais les glandes progénoïdes, codées pour s'accorder à une figure directrice, restaient incomplètes. Les initiés progressaient, sans horizon. Leur efficacité n'était pas en cause, mais leur identité l'était. Chaque légion portait un nom, mais aucune n'avait encore un visage, ni doctrine propre, ni mythe, ni fierté unique. Elles n'étaient pas des armées, elles étaient des formes d'attente. Les capitaines obéissaient, les escouades marchaient, mais il manquait un souffle, un style, une cause intime. La guerre était exécutée, mais jamais ressentie. Comme si la guerre elle-même n'avait pas encore choisi sa forme. Certains commandants commencèrent à deviner que leur destin ne serait jamais pleinement accompli tant qu'une silhouette n'apparaîtrait pas. Un maître, un modèle. Ils ne savaient pas encore que ce modèle existait déjà. Perdu, ailleurs, mais vivant. Et que tôt ou tard, ils le retrouveraient. Ce fut un temps étrange, un entre-deux. Un empire sans prince, des légions sans père. Un orage prêt à naître, mais encore sans foudre. Les capsules avaient disparu, mais elles n'avaient pas été détruites. À travers la galaxie, 20 comètes de métal et de gènes fendirent le ciel de mondes oubliés. Elles traversèrent les strates du réel, bravant la matière et l'immatériel, pour venir s'écraser dans la poussière d'empires perdus, de civilisations féodales, de mondes brisés. 20 planètes, 20 destins, 20 chocs, aucun monde ne fut choisi. Tous furent le fruit d'un hasard guidé ou d'une intention supérieure. Car nulle part, les primarques ne tombèrent sur des mondes vides. Partout, ils furent vus, accueillis ou craints. Et partout, leur présence devint une rupture. Certains tombèrent dans des jungles obscures, comme des messies surgis du ciel. D'autres, dans les ruines d'anciennes civilisations humaines, devenus gladiateurs, conquérants ou rois. Quelques-uns furent élevés comme des dieux, d'autres comme des monstres à traquer. Certains tombèrent sur des mondes éclairés, d'autres dans des enfers de ténèbres et de guerre. Mais tous, sans exception, changèrent le monde qui les avait recueillis. Car un primarque n'est pas un enfant. C'est une volonté incarnée, un être conçu pour imposer l'ordre, la force, le commandement. Ils grandirent plus vite que les autres, comprirent plus vite. Et partout, ils prirent à la tête de ceux qui les entouraient, par charisme, par force, par destin. Mais ces mondes laissèrent en eux une empreinte, un style, une blessure, un idéal. Ce que les primarques devinrent, ils ne le durent pas uniquement à leur père. Ils le durent à l'environnement qui les avait forgés, à la culture, à la lutte, à la peur, à l'honneur ou au mépris qu'ils y avaient rencontré. Certains développèrent un sens du devoir absolu. D'autres, une méfiance viscérale envers l'autorité. Certains idolâtraient l'ordre. D'autres ne juraient que par la volonté brute. Et lorsque, bien plus tard, l'empereur les retrouverait, il ne découvrirait pas des copies de lui-même, mais des rois déjà couronnés, des dieux incarnés, des frères, oui, mais façonnés ailleurs, et parfois déjà perdus. La grande croisade avait commencé. Les premières planètes s'étaient rendues, d'autres avaient été réduites au silence. Les astropathes balisaient la galaxie. L'impérium posait ses fondations, monde après monde, comme une marée inexorable. Mais sous la bannière éclatante de l'expansion, une autre quête se jouait, plus secrète, plus personnelle, car l'empereur n'avait jamais oublié ses fils. Il ne parle jamais publiquement de la perte des primarques, ni de leur nature exacte, mais dans les couloirs du palais, dans les signaux transmis à certaines flottes, dans les directives les plus confidentielles,
Une vérité circulait. Partout où il allait, il cherchait des signes, des échos génétiques, des légendes locales, des anomalies biologiques, des héros improbables. Il interrogeait les oracles astropathes, passait en revue les prophéties oubliées, croisait des données, des noms, des trajectoires. Il suivait les rumeurs comme un pèlerin suit les traces d'un dieu perdu. Et puis, il les trouva. Un par un. Lionel Johnson, le chevalier né dans une forêt obscure. Horus, le frère loyal, le tout premier. Robert Guilliman, le stratège d'un empire rationnel. Perturabo, le bâtisseur prisonnier de son propre génie. Et d'autres encore. Toujours, il les reconnaissait. Non parce qu'ils l'attendaient, mais parce qu'ils le portaient déjà en eux. Parfois, il tombait à genoux. Parfois, il doutait. Parfois, il lui en voulait. Mais à chaque rencontre, quelque chose se recollait. Un morceau du dessin initial reprenait forme. La légion associée à ce primarque sentait l'appel. Un changement s'opérait, presque mystique, comme si le cœur battait à nouveau. Ce fut une reconquête dans la reconquête. L'impérium avançait, mais son centre de gravité changeait à mesure que les primarques étaient retrouvés. Car avec chacun d'eux, l'empereur ne ramenait pas seulement un général. Il ramenait un style de guerre, une doctrine, une voix. Et l'ombre de ce qu'il ne disait pas, qu'il n'était peut-être pas perdu par accident. Sur le monde forestier de Caliban, ravagé par des bêtes cauchemardesques, L. Johnson fut découvert enfant, seul, errant dans les ténèbres. Nul ne savait comment il avait survécu, mais à peine recueilli, il surpassa ses pairs, surpassa ses maîtres, jusqu'à devenir le chef d'un ordre de chevaliers. Le lion ne parlait pas beaucoup. Il observait, il jugeait, il frappait. Sous ses ordres, les forêts furent purgées, les créatures tombèrent, les anciens mythes se turent. Et lorsque l'empereur vint, le lion le reconnut immédiatement. Non comme un sauveur, mais comme un égal. Leur salut fut bref. Leur regard, lourd de non-dits, l'empereur l'investit du commandement de la première légion, bientôt renommée les Dark Angels. Disciplinés, tactiques, implacables, ils devinrent la Légion des secrets, maîtres de l'adaptation, experts de toutes les formes de guerre. Mais dans leur rang, une ombre restait, un silence, un doute, car même le lion, à la fin, ne savait plus ce qu'il poursuivait. Sur Macragge, planète d'ordre et de loi, l'enfant tombé des étoiles fut élevé par un patricien éclairé. Roboute n'était pas seulement fort, il était brillant. À l'âge où d'autres maniant l'épée, il réorganisait l'économie de son monde. À l'adolescence, il commandait des armées. À l'âge adulte, il était déjà l'architecte d'un royaume modèle. Lorsque l'empereur arriva, il trouva une planète prospère, disciplinée, efficace, et un primarque prêt à lui offrir un empire dans l'empire. Guilliman reçut la 13e Légion, les Ultramarines, et leur transmit sa rigueur, son sens de la hiérarchie, sa vision d'un impérium stable, pérenne, civilisé. Sous sa direction, la Légion devint le pilier de l'ordre impérial, non seulement par les armes, mais par l'administration, l'infrastructure, l'exemplarité. Là où les autres voyaient la guerre comme fin, Guilliman y voyait un moyen, un outil pour bâtir, pour durer. Mais cette clarté même ferait naître jalousie et rancune. Il fut le premier retrouvé dans les bas-fonds de Ctonia. Un monde dur, ravagé, pourrissant de l'intérieur, où régnaient gang, violence et hiérarchie de survie. Horus y grandit comme un seigneur de guerre naturel, féroce, charismatique, rusé, mais sous la brutalité, un esprit agile, un cœur loyal. Lorsque l'empereur le retrouva, ce ne fut pas une rencontre, ce fut une reconnaissance. Ils se comprirent immédiatement. Horus n'était pas seulement un fils, il était le préféré. Investi du commandement de la 16e Légion, les Luna Wolves, il les transforma en fer de lance de la croisade. Agressif, brillant, inspirant. Mais cette proximité avec le trône éveilla des regards. Et dans l'ombre, les ennemis du Père observaient, car plus haute est la lumière, plus longue est l'ombre portée. Sur Olympia, un monde montagneux et fracturé, les cités-États s'affrontaient dans une guerre sans fin. Perturabo y fut adopté par un tyran éclairé, qui vit en lui un génie stratégique.
l'enfant maîtrisait les sciences antiques, les plans, les fortifications. Il pensait en structure, en angle, en charge, en équilibre. Mais personne ne le comprenait. Il devint un architecte de guerre, mais jamais un roi aimé. La froideur de son intelligence, son orgueil, sa méfiance, tout chez lui dérangeait. Quand l'empereur vint, Perturabo ne tomba pas à genoux. Il exigea des preuves. Il obéit, mais sans révérence. La 4e Légion, les Iron Warriors, adopta sa dureté, son sens de la logique brutale, son obsession pour la guerre de siège. Ils devinrent les maîtres du siège, les tueurs de forteresses, les bâtisseurs de tranchées. Mais dans leur efficacité, grandissait une amertume, car Perturabo sentait que quoi qu'il fasse, il ne serait jamais aimé. Il y eut pourtant 2 silences, 2 numéros dont les archives ne portent plus que des lacunes. Leurs noms ont été effacés, leurs emblèmes détruits. Les bases de données impériales n'en parlent qu'à demi-mot, quand elles en parlent encore. Que sont devenus ces 2 primarques? Pourquoi leurs légions ont-elles disparu? Nul ne le sait, et nul n'ose poser la question. Car dans l'Imperium, certaines vérités ne sont pas interdites, elles sont effacées. Dès qu'un primarque retrouvait sa légion, quelque chose changeait. Le ton des ordres, la démarche des sergents, la manière de marcher, de penser, de tuer. Ce n'était pas une fusion, c'était une révélation. Comme si la légion, jusque-là silencieuse, retrouvait soudain sa voix. Le lien n'était pas seulement génétique, il était doctrinal, émotif, presque spirituel. La légion devenait l'extension du primarque, et le primarque, le miroir de sa légion. Les Imperial Fists prirent la dureté d'Inuit et de Dorn. Les Wordbearers devinrent missionnaires et fanatiques à l'image de Lorgar. Les Space Wolves, fils de Leman Russ, se mirent à hurler leur guerre dans un mélange de rage et de loyauté. Les Blood Angels adoptèrent la grâce meurtrière de Sanguinius, et les World Eaters succombèrent à la fureur sans limite d'Angron. Chaque primarque apportait une doctrine, une vision, une méthode. Guilliman enseignait la stratégie en profondeur, la guerre ordonnée, le pragmatisme logistique. Horus, la frappe rapide, le charisme en bataille, l'agression éclair. Kurz, la terreur comme arme, l'usage du crime comme dissuasion. Magnus, l'érudition, l'arme psychique, la connaissance comme domination. Mortarion, la lenteur écrasante, la résilience comme force ultime. Les légions ne portaient plus simplement un numéro. Elles portaient un nom, une histoire, une âme. Elles devenaient les Dark Angels, énigmatiques et souverains, fils du lion, maîtres de la guerre totale. Les Ultramarines, bâtisseurs d'empire, la colonne vertébrale de l'Imperium. Les Raven Guard, ombre vengeresse. Les Night Lords, cauchemars incarnés. Les Iron Warriors, forgerons d'enfer. Les White Scars, vents de guerre nomades. Et dans chaque nom, il y avait plus qu'un emblème. Il y avait un destin. Car ces légions, guidées par des demi-dieux, étaient appelées à faire plus que conquérir. Elles allaient définir l'avenir de l'humanité, ou le précipiter dans l'abîme. L'empereur avait retrouvé ses fils, un à un, sur des mondes ravagés ou prospères, dans des jungles, des cités, des forteresses. Chacun dans un décor qui révélait déjà ce qu'il était devenu. Mais ce n'étaient plus des enfants. C'étaient des souverains, des maîtres d'hommes, façonnés par la guerre, l'exil, la solitude ou l'adulation. Et l'empereur ne leur expliqua que l'essentiel, pas de longues paroles, pas de récits sur leur naissance, ni sur la dispersion. Seulement le poids du regard et l'ordre. Tu es mien. Ta légion t'attend. La croisade commence. Il ne leur parla ni du Warp, ni des 2 disparus, ni du dessein complet qui avait présidé à leur création. Ce n'était pas son habitude. Ce n'était pas son rôle. L'empereur n'était pas un père comme les humains l'entendent. Il était l'architecte du genre humain et ses fils, des fondations vivantes. Certains acceptèrent cela sans détour. Dorn, Russ, Guilliman, des fidèles de nature, prompts à servir. D'autres, déjà, se heurtèrent au mur du silence. Lorgar chercha la parole paternelle et ne trouva que le refus.
Magnus voulut une reconnaissance intellectuelle et fut reçu avec prudence. Même Horus, son préféré, sentit qu'au-delà des faveurs, il y avait une distance. Car l'empereur offrait l'héritage, mais pas le lien. Il tendait l'autorité, pas la main. Il donnait la confiance, sans la chaleur. Était-ce par calcul, par devoir, par incapacité? Nul ne le sait. Mais déjà, dans le cœur de plusieurs primarques, naissait une faille invisible. Et dans cette faille, se glisserait un jour les doutes de Magnus, la foi trahie de Lorgar, l'orgueil blessé de Perturabo, la rage d'Angron, et le plus dangereux de tous, le besoin d'amour d'Horus. L'impérium avançait, les légions marchaient, les primarques commandaient, et l'empereur veillait, depuis Terra, silencieux, pas par cruauté, mais parce que dans son esprit, chaque chose devait suivre son plan, même ses fils, même au prix de leur cœur, Horus, Guilliman, Rus, Lorgar, Sanguinius, Perturabo, Dorn, Magnus. Chacun guidait sa légion. Chacun apportait sa doctrine. Chacun portait une part du rêve impérial. Et, déjà, la menace de son effondrement. Autour d'eux, l'impérium s'étendait. Les cartes galactiques se redessinaient chaque mois. Des mondes entraient dans la lumière. D'autres étaient réduits à l'oubli. La grande croisade battait son plein. Et au cœur de cette marée humaine et divine, un regard restait tourné vers l'horizon. Celui de l'empereur. Il ne célébrait pas ses victoires. Il n'exaltait pas ses fils. Il regardait plus loin. Car il savait, le plus difficile n'était pas de retrouver ses enfants. Le plus difficile serait de les garder unis. Déjà, certaines voix se détournaient. Certains regards se durcissaient. Des légions affichaient des styles inconciliables. Des primarques questionnaient en la vision. Des doutes prenaient aux racines, discrets mais profonds. Et dans l'immatérium, le Warp n'observait plus. Il attendait. Alors que les flottes impériales percent les dernières frontières, alors que les bannières claquent sur des mondes conquis, alors que les noms des primarques deviennent légendes. Une autre guerre s'annonce, plus secrète, plus insidieuse, plus fatale. Mais pour l'heure, l'impérium avance. Dans le sillage de la conquête, le destin des fils du trône s'écrit, ligne après ligne, dans la lumière et dans la cendre.